Merci beaucoup de cet accueil donc chaleureux et voilà. Entrons tout de suite dans le vif du sujet en mettant face à face les deux personnages dont nous allons beaucoup parler ce soir, Rodin d'un côté et Clemenceau de l'autre, qui, vous le voyez, sont tout à fait contemporains puisqu'ils ont 1 an de différence. Alors Clemenceau a vécu un petit peu plus tard, mais au fond, leurs parcours ont été parallèles dans ce Paris du tournant du siècle. Et puis, il y a 2 autres personnages qui ont joué un rôle dans cette affaire. Vous vous y attendez sans doute, c'est Gustave Geffroy et la fameuse Bertha Zuckerkandl. J'espère que je n'écorche pas trop son nom, que je me suis pourtant entraînée à répéter. Alors, Gustave Geffroy, lui, fait partie de ce milieu d'intellectuels avant-gardistes, bien sûr républicains, auquel appartiennent également Clemenceau et Rodin. Ce milieu tourne autour du salon d'Aline Ménard-Dorian, des Daudet, des Goncourt, des Hugo. Il y a des soirées organisées et on a un certain nombre d'échos de ces soirées, de billets s'échangeant pour se donner rendez-vous à l'une ou à l'autre. Donc ces soirées chez Madame Ménard-Dorian réunissent des écrivains, réunissent des artistes, réunissent aussi quelques femmes du monde, mais, dit Daudet, le centre de tous les regards était le directeur de la justice, la promesse du parti radical, Georges Clemenceau, flanqué de ses 2 frères, Albert et Paul. Donc Geffroy, je vous le rappelle, est un collaborateur de Clemenceau à la justice. Je crois que dès le premier numéro, en fait, il a été donc aux côtés de Clemenceau et il a par ailleurs défendu Rodin pendant toutes les années qui suivent et notamment au moment de l'affaire du Balzac. Bon, quant à Bertha Zuckerkandl, je ne vais tout de même pas vous la présenter, si ce n'est pour vous rappeler que sa sœur a donc épousé le frère de Clemenceau, elle rencontre Rodin comme Clemenceau, je veux dire autour de 1884-1885, et qu'elle fait donc partie de ce milieu très actif, très vivant, ayant, elle, un pied à Paris et un pied à Vienne, et elle va donc servir de pont entre les 2 capitales, et surtout, ce qui nous intéresse ce soir, entre les 2 milieux artistiques. Alors, cette conférence, j'ai eu un petit peu de mal à la construire parce qu'au fond, je voyais bien 2 axes, mais si ce n'est peut-être par l'intermédiaire de Bertha Zuckerkandl, il n'y a pas de lien véritable entre les 2, puisqu'au fond, la première partie va être consacrée au Rodin sculpture de Clemenceau, puisque Christina vous parlera des dessins, et la seconde partie va plutôt tourner autour de Vienne et du milieu de la Sécession. Et alors j'en profite pour vous dire que j'étais ravie de votre invitation parce qu'il se trouve que j'ai moi-même travaillé tous ces derniers mois sur Rodin et l'étranger et tout ce chapitre Vienne, les expositions de la Sécession, etc. sont une part importante justement de ce regard ou de ces liens que Rodin a pu avoir avec l'étranger. Donc, ce n'est pas une surprise. Clemenceau avait 3 œuvres de Rodin, que vous voyez ici, comme vous pouvez les voir derrière vous, dans un dispositif qui, je pense, n'a pas beaucoup changé depuis Clemenceau lui-même. Donc, de ces œuvres, l'une est La petite tête aux yeux clos, dont, honnêtement, je ne peux pas vous dire grand-chose. Vous voyez que c'est un plâtre ici, qui est le moulage, en fait, probablement d'une terre cuite, et cette terre cuite aurait été donnée à la comtesse d'Aunay. À la demande d'ailleurs de Clemenceau. Et on peut donc imaginer que un moulage, un estampage de cette tête a été donné au même moment à Clemenceau. Mais on n'en sait pas, à vrai dire, grand-chose de plus. Les 2 autres, en revanche, sont des œuvres qui ont une beaucoup plus longue histoire, la principale étant la cariatide à la pierre. Alors, cette cariatide, elle fait partie des œuvres modelées au tout début des années 1880 pour La Porte de l'Enfer, commandée à Rodin en août 1880. Cette porte de l'enfer, qui ne raconte pas l'enfer, qui ne décrit pas l'enfer, quel que soit l'enfer dont il est question. Et vous savez sans doute que c'est l'enfer de Dante, hein, ce n'est pas l'enfer chrétien. Donc, non pas une description de cet enfer, mais plutôt des figures qui évoquent les tourments que ceux qui ont commis des péchés subissent dans cet enfer.
Et cette porte de l'enfer, donc commandée en 1880. Les premiers documents que nous en avons sont les photographies de 1887, prises par un jeune Anglais qui s'appelait William Elborn, et qui sont des documents très intéressants parce qu'ils nous montrent en fait un état de la porte qui est différent de l'état actuel. L'état actuel étant en fait une sorte de reconstitution, si on peut employer ce terme, réalisée après la mort de Rodin par le premier conservateur du musée, qui s'appelait Bénédite, puisque Rodin lui-même, en fait, avait retiré les figures de la porte, et la seule fois où il l'a montré de son vivant, en 1900, il n'y avait donc que le fond, une espèce de fond un peu mouvant, qui a parfois été comparé à la mer, et dans ce fond, des creux, qui sont les emplacements dans lesquels on devrait mettre les sculptures. Mais Rodin, en 1900, trouve qu'il ne faut pas trop insister, pas trop décrire, pas trop analyser, et il préfère donc une porte vide qui laisse l'imagination s'enflammer. Donc la cariatide, on considère vers 1887-88, va remplacer en haut du pilastre gauche de la porte de l'enfer la première figure qui était une jeune mère avec un enfant. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais la photo est elle-même assez pâle. Mais croyez-moi sur parole, donc ce pilastre est surmonté par une jeune femme tenant un enfant sur ses genoux. Et puis Rodin trouve à un moment donné que cette image au fond de l'amour maternel n'a pas sa place dans la porte de l'enfer. Il la retire et il la remplace donc par cette cariatide écrasée par la pierre, qui est en fait une image de la destinée. Et c'est le deuxième titre de l'œuvre. Et donc, comme vous pouvez voir la porte aujourd'hui au musée Rodin, vous avez donc en haut de ce pilastre gauche la cariatide qu'on voit moyennement bien parce qu'il y a une espèce de spirale qui revient par-dessus. Alors, cette cariatide, en fait, va, comme toutes les figures de la porte, connaître une existence autonome tout en trouvant sa place dans la porte de l'enfer. En fait, il faut imaginer l'atelier de Rodin avec un grand cadre en menuiserie dans lequel Rodin essayait les figures et puis décidait de les maintenir dans la porte ou au contraire de les en retirer. Et même lorsqu'il décidait de les maintenir, en fait, elles connaissaient une vie autonome, si on peut parler de cette façon, pour des sculptures. Ce qui veut dire donc qu'elles étaient, donc les sculptures que Rodin avait dans son atelier étaient généralement des plâtres, mais cela veut dire donc que des bronzes étaient réalisés, ou bien des pierres ou des marbres, et que elles étaient exposées, elles étaient vendues à des collectionneurs. Vous avez donc ici en bas à gauche la cariatide qui est ici et qui est donc l'équivalent de cette cariatide placée en haut de la porte de l'enfer. Alors cette cariatide est dédicacée à Monsieur Clémenceau, Rodin, et on considère en général qu'elle a été donnée à Clémenceau après que Clémenceau est venu visiter son atelier en février 1888. Puisque le 15 février de cette même année, Clémenceau remercie Rodin de l'envoi d'une superbe étude. Donc ça peut tout à fait s'appliquer à cette cariatide. Donc vous l'avez là en plâtre tel qu'on la voit ici, et ce qui correspond à son état original. Vous avez une traduction en pierre qui se trouve au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, qui a été exposée à Bruxelles en 1899 et achetée tout de suite par les musées royaux. Et puis vous avez la grande version dans le parc du musée Rodin, puisque après 1900, Rodin, vous allez me dire que c'est un peu une lapalissade, mais considère que quand on agrandit les œuvres, elles occupent différemment l'espace et qu'elles deviennent donc des œuvres nouvelles. Et beaucoup des figures de la porte, pensez aux penseurs par exemple, subissent donc cette étape de l'agrandissement. Et on voit bien là ce mouvement en torsion de la figure. Ce début des années 80 est marqué en fait par l'admiration de Rodin pour Michel-Ange et ces figures justement construites souvent presque comme des tire-bouchons, si l'on peut dire, et en tout cas des figures très dramatiques, avec souvent, et ici on le voit bien je trouve, une zone d'ombre au cœur de la figure qui renforce ce côté dramatique de l'œuvre. Et puis la troisième, c'est le groupe des Bacchantes sans l'accent.
Alors, les bacchantes sans l'accent, elles sont aussi dédicacées à Clémenceau, au maître très affectionné. C'est un groupe donc qui est relativement tardif, vous voyez, on le situe avant 1896, et on pense en général qu'il a été donné par Rodin à Clémenceau pour le remercier du soutien que Clémenceau lui apportait au moment du scandale causé par le Balzac. Quoi qu'il en soit, donc cette figure, Rodin l'a bien aimée, si on peut dire, l'a exposée un certain nombre de fois, et vous l'avez au centre, fixée sur une colonne, sur une colonnette, ainsi qu'elle a été montrée lors de la grande exposition Rodin en 1900 à Paris. Rodin, évidemment, s'est trouvé affronté à la question des socles pour les œuvres de petite et de moyenne dimension, et il a eu l'idée d'acheter tout bonnement à l'atelier de moulage du Louvre des colonnes en plâtre sur lesquelles il a fixé ses œuvres. Certaines, comme les bacchantes sans l'accent, sont restées dans cet état de 1900, mais dans beaucoup de cas, en fait, probablement pour des questions tout simplement de stockage, les colonnes ont été coupées juste sous le chapiteau, et on a donc plus ces compositions assez étonnantes, ces compositions très en hauteur, avec un groupe qui paraît presque disproportionné, presque minuscule, en haut de la colonne. Et c'est encore ce même petit groupe qui est exposé à la Sécession à Vienne en 1901. Donc ça, nous allons en reparler tout à l'heure. Et comme dans la plupart des cas, ces petites bacchantes qui finalement n'ont pas trouvé place dans la porte de l'enfer et qui d'ailleurs sont postérieures à la grande phase de création de la porte, ont été traduites en bronze ou bien en marbre ou en pierre, comme vous le voyez ici. Alors je vous disais donc à l'instant que ces bacchantes avaient probablement été données à Clémenceau au moment de l'affaire du Balzac. Vous savez tous, j'imagine, mais je me permets tout de même de vous le rappeler, que cette statue de Balzac est commandée à Rodin par la Société des gens de lettres pour être érigée à Paris en 1891, que Rodin se lance dans l'opération avec énormément d'enthousiasme, accumule les études, constate que Clémenceau n'était pas très grand et un peu ventripotent, donc réalise un premier nu correspondant à cette image de Clémenceau, image qui en fait va... excusez-moi, de Balzac, décidément je m'en mêle, cette image de Balzac, qui évidemment ne plaît pas du tout à la Société des gens de lettres. Donc en 1894, la Société des gens de lettres refuse les projets proposés par Rodin, et Rodin du coup rend les avances que la Société des gens de lettres lui a consenties. Avances qui sont tout à fait normales, puisque la sculpture est un métier qui coûte cher, il faut faire venir un modèle, il faut acheter de la terre, avoir des mouleurs pour faire des plâtres, etc., etc. Donc Rodin rend les avances et, d'une certaine façon libéré, traverse au même moment une période très difficile puisque nous sommes en plein dans la rupture avec Camille Claudel et que tous ceux qui le rencontrent constatent qu'il a l'air très triste, un peu absent, et on voit bien aussi que c'est une période pendant laquelle, je veux dire en quelque sorte, son inspiration s'est tarie. Et puis les choses repartent, grâce, curieusement d'ailleurs, aux bourgeois de Calais. On trouve enfin l'argent pour fondre le monument et l'ériger à Calais. Ça redonne un coup d'espoir, d'énergie à Rodin. Et finalement, Rodin repart d'une des études pour les bourgeois de Calais pour aller vers le Grand Balzac que vous connaissez. Donc ça lui permet de réaliser une étude de nu que Rodin habille ensuite de ce peignoir qui à l'origine était la robe de moine dont on raconte toujours que Balzac se vêtait pour travailler pendant la nuit, et ce qui devait être effectivement très confortable et très douillet. Mais Rodin en fait la simplifie au maximum. Vous voyez qu'il n'y a pas de ceinture, pas de capuchon, donc ce qui aurait pu nous permettre d'identifier une robe de moine, c'est plutôt une sorte de peignoir qui tombe de façon très, très fluide sur le corps. Et même les mains qui sont l'instrument de l'écrivain, qui écrit évidemment, les mains sont dissimulées de façon à ce que le regard soit conduit vers le visage, un visage qui est lui-même presque caricaturé, presque déformé, avec ce cou très, très épais, très monumental, les yeux très enfoncés. Bon, là, je pense que la prise de vue l'accentue.
Et puis cette chevelure, Balzac, Balzac ne se coupait pas les cheveux comme preuve d'amour envers Madame Anska, et Rodin avait retenu donc ces cheveux qu'il traite un peu comme une sorte de crinière de lion. Et vous avez donc ce visage extrêmement puissant qui incarne à lui tout seul, ou qui veut incarner en tout cas, la puissance de création de Balzac. Donc cette sculpture est exposée au salon de 1898, et c'est là que vous la voyez d'ailleurs, et elle fait scandale. La Société des gens de lettres déclare qu'elle ne peut pas reconnaître, et c'est vraiment le mot qu'elle emploie, qu'elle ne peut pas reconnaître Balzac dans cette statue, et finalement, elle refuse le Balzac. Alors, vous imaginez bien qu'à cette date, c'est un immense scandale, toute la presse s'en empare, vous savez, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc tous les amis de Rodin, Clémenceau, bien sûr, Geffroy, Alexandre, etc., écrivent des articles. Il y a des dizaines d'articles qui paraissent en ce mois de mai et de juin 1898 et qui prennent donc la défense du Balzac, d'une part en s'appuyant d'une part sur la liberté de création de l'artiste et d'autre part sur le fait qu'un monument n'est pas une photographie et que peut-être plus important de réussir à donner, si vous voulez, l'impression de ce en quoi l'artiste a été, enfin plutôt le statufié a été grand, plutôt que de vouloir vraiment donner une image très très précise de ses traits. Donc Rodin reprend son Balzac, il y a un projet de souscription lancé par la presse une fois de plus, et que finalement Rodin refuse. Et il le refuse parce que, au fond, celui qui lui avait commandé la sculpture, parce qu'il était à l'époque le président de la Société des gens de lettres, c'était Zola. Donc 1898, on est en plein dans l'affaire Dreyfus. Zola donc incarne en quelque sorte même tout à fait cette prise de position en faveur de Dreyfus. Et Rodin, qui, je dois dire, n'est pas très courageux politiquement, a peur d'être associé à cette affaire et préfère donc se retirer complètement. Le Balzac rentre dans ses ateliers à Meudon et il ne veut plus qu'il soit question ni de le montrer ni de le réaliser. Et il demande même à certaines personnalités trop en vue de retirer leur nom de la liste des souscripteurs pour l'érection du Balzac, et il le demande entre autres à Clémenceau, et ce qui entraîne évidemment un refroidissement très grand dans leur relation. Et le Balzac, en fait, ne sera montré qu'une seule fois du vivant de Rodin, en 1900, oui, lors de cette fameuse exposition au pavillon de l'Alma. Alors, les relations se refroidissent, mais néanmoins, nous pouvons penser qu'il continue à y avoir des relations entre les deux hommes, en dehors de quelques billets qui sont conservés au musée Rodin, et à cause tout bonnement de cette photographie que j'ai eu le plaisir de découvrir l'autre jour, et qui m'a rappelé, alors Jacqueline, là je me tourne vers vous, quand j'ai pris mes fonctions à l'INHA, très gentiment, les directeurs de chaque département de la Bibliothèque nationale de France m'ont accueilli et m'ont montré un peu leur collection, et je me souviens en fait très bien de la visite du cabinet des médailles où on m'avait sorti ce petit faune jouant avec sa queue, restauré par Rodin. Et depuis, je n'arrivais plus vraiment à retourner de quoi il s'agissait, et donc en le voyant l'autre jour, je me suis dit mais le voilà. Élise, merci, vous m'avez bien confirmé ce que c'était. Alors que je me suis dit non, mais j'ai dû complètement inventer, c'est certainement pas ça, je me ridiculise. Mais non, pas du tout. C'était bien donc ce petit faune dont Rodin, à la demande de Clémenceau, qu'il avait mis donc en relation avec le directeur du cabinet des médailles, a restauré les pieds en cire. Et vous voyez que là, on retrouve ce Rodin un petit peu du début, ce Rodin des années 1880, qui construit des figures façon Michel-Ange en les faisant pivoter par elles-mêmes. Alors que là, nous sommes, comme vous le voyez, en 1908, et Rodin, à ce moment-là, a complètement abandonné ce type de recherche pour aller au contraire vers une sculpture, comme nous l'avons vu avec Balzac, extrêmement simplifiée, dont tous les détails, finalement, sont supprimés. Et cette relation Rodin-Clémenceau se poursuit et s'achève, bien sûr, par le buste de Clémenceau. Alors, buste qui a été commandé à Rodin par l'Argentine à la suite de la tournée de conférences
que Clémenceau fait dans ce pays. Alors, c'est une des œuvres pour lesquelles le musée Rodin possède le plus grand nombre d'esquisses. Je suis en train de rechercher le chiffre exact. Je crois qu'il y a 17 terres cuites. Voilà, 17 terres cuites, 13 plâtres, dont certains sont retouchés à la plastiline et dont certains aussi sont datés au jour précis, c'est-à-dire pas seulement 1911, mais vraiment le jour et le mois. Et le tout aboutissant à un bronze que vous apercevez ici et à un marbre. Alors, je pense que vous le savez sans doute, la réalisation de ce buste s'est en fait assez mal passée. Rodin a trouvé que certes, Clémenceau était un bon modèle parce qu'il n'était pas trop bavard, les séances de pause se passaient assez tranquillement, mais en réalité, Clémenceau n'aimait pas le buste et Rodin, par exemple, a confié à une femme de son entourage: à chaque coup de pouce dans la glaise, je devinais qu'il n'était pas content. Son expression injurieuse me paralysait et me vexait. La première glaise terminée, Clémenceau m'apostropha comme un apprenti. « Ce n'est pas moi, c'est un Japonais que vous avez sculpté. Rodin, je n'en veux pas. » Alors je vais peut-être un petit peu vite parce que j'aurais voulu d'abord vous rappeler que juste avant le buste de Clémenceau, ce qui avait pu aussi peut-être inciter à la commande de ce buste, est toujours dans l'orbite des deux sœurs Zepes, vous avez le buste de Mahler. Donc, le buste de Mahler est commandé à Rodin en 1909 par le peintre Karl Moll, dont nous allons reparler dans un instant, car il est un des fondateurs de la sécession viennoise. Et Karl Moll, il se trouvait être le beau-père d'Alma Mahler. Donc vous avez ce lien, vous voyez, qui se fait entre une figure importante du milieu artistique viennois et qui arrive vers la France et vers Clémenceau, par l'intermédiaire toujours de ces deux sœurs, et là je crois plutôt par Sophie en fait, qui est la sœur de Bertha et qui était donc celle qui avait épousé Clémenceau. Donc c'est aussi une affaire compliquée parce que là pour le coup Mahler n'aime pas poser, donc elles ont déjà eu énormément de mal à organiser une rencontre entre les deux hommes. En fait je trouve d'un homme inspiré en quelque sorte d'un compositeur, une image qui a un côté presque un peu 18e. On pense au buste je ne sais pas de Diderot, etc., au buste de Pigalle, de tous ces grands sculpteurs du 18e. Et buste qui a été lui aussi traduit en marbre, comme le sera celui de Clémenceau, avec cette approche très particulière que Rodin a du marbre, cette approche dans laquelle on a l'impression qu'il veut garder le maximum du bloc de marbre initial. Et qu'au fond, la figure en émerge, mais vous voyez, en préservant vraiment tout ce qu'il peut conserver de matière, de même que tout ce qui caractérise le bloc de marbre lorsqu'il sort de la carrière. Vous avez par exemple ici sur le côté une face qui est complètement lisse, qui est probablement la face de la découpe, alors que le reste du buste est simplement attaqué à la pointe, le visage seul étant un peu plus poussé. Donc ce buste est finalement tout de même considéré plutôt comme une réussite. Il y a des bronzes qui sont fondus, qui sont distribués un peu partout. Il y en a un notamment à l'Opéra de Vienne. Et c'est aussi une des choses qui va encourager la réalisation du buste de Clémenceau par Rodin, toujours sous l'influence de Bertha et de sa sœur Sophie. Donc voilà quelques-unes des études pour ce buste, études qui sont, je trouve, d'une spontanéité, d'une vivacité tout à fait extraordinaire. Vous avez ici à gauche ce qui est considéré comme la première étude, donc le point de départ de cette grande série que le musée Rodin a étudié dans son ensemble pour essayer de comprendre quel était le sens du travail de Rodin, justement d'où il partait et où il arrivait. Et vous avez donc, je vous ai sorti quelques autres études, voilà. J'aime beaucoup celle qui est ici à gauche, avec les yeux ouverts, mais un petit peu plissés, et cette moustache très présente, alors qu'à droite, il a au contraire les yeux fermés et une moustache plus discrète. Et voilà donc le buste définitif en bronze. Alors, image que, vous le savez bien, Clémenceau n'a pas aimée. Lorsqu'il a reçu en avril 1912 ce bronze,
il a écrit à Rodin, je cite, « Tout en appréciant à sa haute valeur la puissance du morceau, je désire posséder seulement des exemplaires de l'œuvre achevée. » Vous voyez, c'est un peu dur. Vous pouvez donc faire reprendre le bronze chez moi quand il vous plaira, et si cela vous convient, nous pouvons, j'espère, reprendre les séances en juin. Alors, ce que Clemenceau reprochait probablement à ce buste, c'est d'être une image en fait trop réaliste, une image dans laquelle Rodin avait voulu donner peut-être ses caractéristiques physiques, mais aussi sa force de conviction, la puissance de son esprit, alors que Clemenceau aurait aimé se voir représenté plus en homme d'État, peut-être à la romaine. Et donc je vous ai mis en comparaison le buste de Clémentelle, qui est le dernier buste réalisé par Rodin, donc peu de temps après, où vous avez alors effectivement la présentation à la romaine, avec le haut du torse nu, et ce visage plus qui pose peut-être plus celui d'un intellectuel que celui de Clemenceau, qui lui est au contraire, je trouve, vraiment un homme d'action. Enfin, on sent la puissance du personnage. Donc Clemenceau, vous voyez, se plaint d'être représenté sous les traits d'un vieux grognard, alors qu'il aurait voulu donc se voir représenté presque en empereur romain. Et Rodin, lui, a dit « Clemenceau se voit dans la réalité, je le vois dans la légende. Clemenceau, c'est Tamerlan, c'est Gengis Khan. » Et il est admiré, donc, puis il y a un journaliste qui commente « Rodin seul était capable de restituer la vie ardente qui pétille dans les yeux cruels de ce guerrier mongol, aux moustaches retombantes, au sourire désamusé, aux pommettes saillantes. » Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le torse est simplement esquissé. On a le sentiment que Rodin aurait pu aller plus loin, soit qu'il ait fait une redingote, soit qu'il ait au contraire représenté torse nu, et que c'est peut-être ce qui donne ce côté inachevé qui a tellement déplu à Clemenceau. En revanche, le visage est extrêmement précis, tout à fait détaillé, et je me tourne là vers les spécialistes de Clemenceau. Il me semble qu'on le reconnaît parfaitement dans cette image. Et l'ensemble s'achève par la réalisation du marbre, qui est dû au praticien Rousseau, puisque Rodin, bien sûr, ne taillait jamais le marbre, pas plus que la plupart des sculpteurs de cette période. C'est un métier beaucoup trop dur, beaucoup trop fatigant, très salissant, enfin, tout pour déplaire. Et en revanche, vous avez des jeunes sculpteurs qui sont ravis de gagner quelques sous et de bénéficier aussi des conseils et de la proximité de Rodin en travaillant pour lui. Donc on retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour le buste de Malard, donc un bloc très important dont émerge le visage et encore une fois donc un bloc qui garde vraiment sa présence, sa pesanteur de bloc de marbre. Alors Rodin était assez critiqué et caricaturé pour cette façon de faire qui sera, Dieu sait, imitée par la suite. Et vous avez donc cette caricature assez amusante, et encore une fois, merci Lise de me l'avoir signalée, où on joue en fait sur le côté bloc, à la fois par rapport à Clemenceau et par rapport à Rodin. Donc ce n'est pas du tout une image du marbre tel que vous le voyez, mais de ce fait l'allusion est plus précise. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le commentaire. Pas fini, pas fini. Mon Clemenceau engagé dans ce bloc, vous ne comprenez pas, ce bloc, son bloc de la Révolution, dont il a dit qu'on ne pouvait rien détacher. Donc il y a une espèce de jeu de mots entre l'homme politique et le sculpteur. Et dans ces marbres, Rodin aime à laisser les traces du travail, donc on voit bien à la fois les traces du marteau qui dégagent malgré tout le visage, et vous voyez au sommet du crâne ce qu'on appelle un point de basement. Ce sont ces points qui servent de repère pour le passage du plâtre au marbre et sur lequel le praticien appuie les compas qui lui permettent de prendre des mesures. Alors, arrivons-en maintenant à Vienne. Donc Rodin commence sa carrière à Paris en 1877 et très vite commence à exposer, notamment à l'étranger, où son œuvre est finalement plutôt mieux accueillie qu'en France. Et il expose donc, je vous l'ai mis tout de même, à Vienne en 1882, ce grand Saint Jean-Baptiste en bronze, qui a été, dont la fonte en bronze a été commandée par l'État français pour le musée du Luxembourg et qui est donc celui qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay. C'est le Rodin du début, donc un Rodin qui est très
très admiratif de la Renaissance italienne, très marqué par ces bronzes qu'il a pu voir en Italie, des bronzes précis avec tout un travail de ciselure qu'il cherche à reproduire. Mais c'est quelque chose qu'assez rapidement, il va mettre de côté pour aller toujours plus avant dans la sculpture. L'histoire, ensuite, faisons un saut dans le temps et nous arrivons à la création de la sécession en 1898. Donc, création de la sécession, notamment par Karl Moll, dont je vous parlais tout à l'heure, et à laquelle Rodin est invité dès donc la première exposition en 98. Et tout de suite, il répond oui, et il envoie 15 sculptures et 4 dessins. Donc, nous avons par chance cette photographie au musée Rodin, qui n'est pas très bonne, mais qui nous permet tout de même de nous imaginer un peu la façon dont ça se passait en 98, donc avant la construction du pavillon de la Sécession, le fameux pavillon construit par Olbricht, et quelles étaient les œuvres que Rodin exposait. Et vous voyez qu'il expose des marbres, et je vous signale particulièrement celui qui est à l'extrême gauche, L'homme et sa pensée, qui est un marbre qui a eu énormément de succès dans les pays germaniques. Ensuite, vous avez Je suis belle, puis Fugit Amor, qui sont des groupes tirés en quelque sorte de la porte de l'enfer, qu'ils y soient intégrés ou qu'ils soient devenus donc autonomes. Et là, vous avez des versions visiblement faites pour être autonomes, notamment le Fugit Amor, la composition horizontale, dont vous voyez bien qu'il s'agit d'un marbre. Et puis tout au fond, coupé par le bord de la photo, on aperçoit la tête de la douleur, qui est un marbre assez intéressant parce que je pense qu'il a été sculpté dans un piédestal, dans un balustre, je veux dire, d'escalier. On aperçoit ici cette base, vous voyez, avec cette espèce de boudin superposé. Et quand vous êtes au musée Rodin où se trouve ce marbre, vous vous rendez compte vraiment que Rodin a dû réutiliser un bloc qu'il a vu sans doute sur un chantier quelconque. L'année suivante, Rodin expose... Ah oui, alors pardon, oui, je vous parlais donc de L'homme et sa pensée. Homme et sa pensée, qui va être acquis assez rapidement par Félix Koenig, qui est un banquier allemand. Et si je vous parle de lui, c'est parce que Koenig a fait l'acquisition au même moment de l'amphitrite de Klinger et de ce tableau de Segantini. Et cette association Rodin, Klinger, Segantini est ce que nous allons retrouver en 1901 lors de cette très célèbre exposition de la Sécession, qui est probablement la plus importante et dans laquelle Rodin occupait une place majeure, puisque nous allons le voir, il occupait vraiment le centre du pavillon. Ceci étant dit, l'exposition avait été conçue un peu en hommage à Segantini qui venait de mourir et dont un grand nombre d'œuvres étaient exposées, ainsi que pas mal d'œuvres de Klinger. L'homme et sa pensée est exposé à Paris donc en 1900 lors de cette fameuse exposition Rodin et acheté donc à ce moment-là par Félix Koenig, qui est présenté d'ailleurs, enfin qui est amené à Rodin par Max Klinger, donc l'auteur de l'amphitrite. Mais Koenig meurt tout de suite, il meurt à Paris sans avoir même le temps de retourner à Berlin, et les 3 œuvres entrent immédiatement à la National Gallery de Berlin. Donc là, je sors un tout petit peu de l'Autriche, parce que je trouvais que c'était important d'insister sur le rapport entre ces 3 artistes qui sont considérés un peu comme l'incarnation de l'avant-garde, de la modernité. Alors, en 1901, Rodin est de nouveau invité. Et en fait, il refuse d'exposer parce qu'il trouve que finalement, ces expositions à l'étranger, c'est tout de même bien compliqué. Il faut choisir les œuvres, il faut les envoyer, on ne sait pas très bien comment elles seront disposées. Enfin, tout ça pose tout un tas de problèmes dont, au fond, l'exposition de 1900 à Paris a tout de même été un succès et il ne lui paraît pas absolument nécessaire de faire de nouveau une grande démonstration à l'étranger. Et c'est là où notre ami Bertha intervient, puisque Karl Moll, donc un des organisateurs de la sécession, va lui demander d'intervenir auprès de Rodin, puisqu'il sait qu'ils se connaissent bien, et elle lui répond « Avec Rodin difficile, j'ai passé 3 après-midi à tenter de le convaincre sans avoir remporté une promesse définitive. Il voudrait certainement envoyer, s'il avait la promesse qu'une de ses œuvres, même une petite pièce,
serait, je crois, acheté. J'espère encore le convaincre. Ce serait trop dommage de ne pas avoir ce titan parmi les maîtres de l'exposition. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien, d'une part, si vous voulez, la position que Rodin occupe dans ce milieu artistique autour de 1900, ce titan, parmi les maîtres de l'exposition, et d'autre part aussi, ce côté un peu intéressé de Rodin, qui, bon, d'une part, n'a pas envie de se donner la peine d'envoyer des œuvres à Vienne, mais d'autre part, s'il y a un achat à la clé, Rodin, vous savez, il a un atelier très important. On dit qu'il avait plus de 50 personnes qui travaillaient pour lui autour de 1900. Donc, ce personnel, il faut évidemment le financer, et pour ça, il faut des commandes, il faut des acquisitions. Donc, l'argument commercial ne le laisse pas indifférent. Et Rodin, en fait, se laisse convaincre. Il y a des négociations ensuite sur le choix des œuvres, etc. Et il envoie finalement 14 sculptures et 8 dessins. Et il envoie en particulier donc le grand plâtre des bourgeois de Calais. Alors, je vous ai mis ici le livret de cette sécession de 1901, qui est la 9e exposition de la sécession, parce que je trouve que c'est un très joli ouvrage avec ce dessin. Enfin, là, on voit bien qu'on est dans tout ce milieu donc d'avant-garde lié à la sécession. Et puis, le plan de l'exposition, avec l'octogone central, le 1, qui est en fait, dans lequel sont placées les œuvres de Rodin, et en particulier donc les bourgeois de Calais que vous voyez ici. Et c'est la première fois que les bourgeois de Calais sont exposés hors de France, puisque lors de l'exposition, je dirais l'importante exposition précédente, qui est celle que Rodin avait organisée à Bruxelles en 1899, le groupe était exposé seulement à mi-corps. Très curieusement, les personnages étaient coupés en deux et on n'avait que les hauts, les uns à côté des autres, sur une base. Donc une place importante accordée à Rodin, qui sera un peu déçu parce que les bourgeois de Calais, en fait, ne sont pas achetés par l'État autrichien. Et en fait, ceux qui vont les acheter, ce sont les Vénitiens, puisque cette exposition de Vienne de 1901 va donner l'idée aux organisateurs de la Biennale de Venise d'emprunter plus ou moins les mêmes sculptures de Rodin. Et c'est ainsi que les bourgeois de Calais vont partir à Venise et ils sont achetés à Venise par ce qui est la galerie d'art moderne de l'époque, qui est la Ca Pesaro. Donc ici, à Vienne, en attendant une grande démonstration de l'œuvre de Rodin, avec de part et d'autre des bourgeois de Calais, l'âge des reins que vous voyez de dos et la tête de Balzac, et de l'autre côté, Ève. Donc je vous ai fait ce petit montage, j'espère que vous voyez à peu près. Oui, donc là c'est la même salle, mais vue dans l'autre sens, avec au fond le grand Segantini, Les Mauvaises Mères, qui lui est resté au Belvédère à Vienne. Et nous avons donc là des œuvres de Rodin qui donnent une sorte d'échantillon de son travail depuis le début, avec l'âge des reins qui est toujours considéré comme sa première sculpture importante. L'âge des reins exposé à Paris en 1877, acheté par l'État en 1880 au moment de la Porte de l'Enfer. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans toute la période marquée par son admiration pour la Renaissance italienne. À côté, vous avez l'Ève, figure extrêmement intéressante, puisque Rodin la commence en 1881-82 pour accompagner la Porte de l'Enfer. Elle devait faire pendant un Adam qui aurait été de l'autre côté. Et puis, l'histoire veut que le modèle qui posait est tombé enceinte. Et donc, au bout de quelques séances, elle a dit à Rodin qu'elle était trop fatiguée et qu'elle arrêtait les séances de pause. Et Rodin, qui a absolument besoin du contact avec un modèle vivant, il a vraiment besoin de l'avoir sous les yeux, interrompt donc son travail sur Ève. Il la relègue dans un coin de l'atelier et il l'oublie pendant presque 20 ans. Puisqu'il la ressort en 1899 et il l'expose à ce moment-là, mais sans avoir modifié quoi que ce soit. Et vous pouvez peut-être distinguer, je ne sais pas si ça marche là, ici, on a encore les armatures, on voit la trace des armatures donc qui maintiennent la figure aux chevilles. Évidemment, là, nous sommes devant un plâtre, donc tout a été moulé, tout est en plâtre, mais ce sont les armatures qui maintenaient le premier modèle qui était en argile.
Et si vous la voyez, si vous la regardiez de près, vous verrez que par exemple sur l'abdomen ici, le modelé n'est pas du tout lisse, c'est encore, on voit très bien des petites boulettes écrasées, et de même dans les mains et les cheveux, il y a des zones aussi qui sont loin d'être finies. Donc une œuvre que Rodin trouvait inexposable en 1882, puisque là il est dans ce souci de perfection qu'il a pu voir dans les bronzes de la Renaissance italienne. Mais en 1899, il a complètement changé. Il pense qu'une œuvre n'a pas besoin d'être complètement parfaite, complètement aboutie pour dire tout ce qu'elle a à dire, pour transmettre, si vous voulez, sa puissance de signification en quelque sorte. Et donc l'œuvre lui paraît très bien telle qu'elle est. Et donc en 1899, il l'expose à la fois en plâtre à Bruxelles et en bronze à Paris. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre commence, je veux dire, plutôt sa carrière. De nombreux bronzes sont fondus qu'on trouve un peu dans tous les grands musées du monde. Donc là, à Vienne, en 1901, nous sommes encore très près de cette histoire et c'est tout à fait naturel que Rodin veuille montrer cette œuvre qui est pour lui une des plus récentes. Si vous voulez, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce plâtre, c'est que on a en quelque sorte, vous voyez, une sorte de raccourci de la vision de Rodin, puisque au fond, c'est l'état 1882, que Rodin trouvait donc pas montrable, mais en 99, lui-même a suffisamment changé. Donc ça n'est pas la sculpture qui s'est modifiée, c'est le regard que l'artiste porte sur elle. Et je trouve que pour comprendre, il faut penser au dos de Matisse. Vous connaissez bien sûr les 4 dos de Matisse, dont le premier est assez réaliste, et puis on va vers quelque chose qui est de plus en plus schématique en quelque sorte. Donc là, on a les 4 états les uns à côté des autres, mais dans Rodin, vous avez une seule œuvre et c'est l'artiste lui-même qui change. Et ça, c'est très, très significatif de l'évolution de Rodin pendant, grosso modo, la dernière décennie du 19e siècle. Et puis, de l'autre côté, ici, voilà, vous avez le petit homme qui marche sur sa colonne. Alors, Petit homme qui marche, qui est aussi une œuvre récente, qu'on date à peu près vers 1899, qui est fait en fait, en collant 2 études l'une sur l'autre, une étude là de torse, puisque là vous avez le grand où on voit un peu mieux, une étude de torse qui avait été modelée pour Saint-Jean-Baptiste, donc vers 1880, là aussi oubliée dans un coin de l'atelier et retrouvée bien plus tard, que Rodin trouve à ce moment-là aussi belle que l'antique et qu'il décide de conserver telle qu'elle, et qu'il colle sur une étude de jambes pour le Balzac, étude de jambes qui elle était en quelque sorte toute récente, toute fraîche, et donc des jambes parfaites. Rodin n'est pas du tout gêné par le contraste entre ces 2 parties de la figure. Il aurait fort bien pu boucher les crevasses, par exemple, du torse et mettre dans le dos, il y a un grand trou, par exemple. Il aurait pu donc parfaitement restaurer tout cela, mais il trouve que l'œuvre est beaucoup plus forte et beaucoup plus belle telle qu'elle. Et donc, en 1900, il expose ce qui est encore un petit modèle qui fait à peu près 80 cm de haut sur une très haute colonne. Inutile de vous dire que personne ne la remarque, d'abord parce qu'elle est un peu bizarre, perchée en hauteur, et puis elle n'a pas vraiment de titre. Parce que Rodin qui n'a pas d'idée pour les titres, l'appelle simplement Étude pour Saint-Jean-Baptiste. Donc au fond, personne ne la remarque véritablement. Et c'est un peu plus tard, lorsque en 1907, je veux dire, Rodin décide encore une fois de l'agrandir et l'expose au salon de 1907, que l'œuvre est remarquée et admirée, alors comme une sorte de résurrection de l'antique et aussi comme une image du dynamisme de la marche. Et le titre, qui est son titre aujourd'hui, L'homme qui marche, lui vient, dit-on, des mouleurs qui avaient transporté le plâtre au Grand Palais, puisque l'œuvre n'avait toujours pas de titre, et les mouleurs, en l'apportant, ont dit « mais c'est un homme qui marche », et le titre est resté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque là, maintenant, nous sommes à un moment où Rodin ne veut plus raconter d'histoire. Vous voyez, Saint-Jean-Baptiste, c'est un personnage historique. Je ne sais pas, Fugit à mort, c'est l'amour qui fuit, on est dans le domaine de l'allégorie. Mais maintenant, les titres sont simplement des titres descriptifs. Bon, c'est un homme qui marche, n'importe lequel. Et évidemment, un titre est nécessaire pour identifier la sculpture, pour l'inscrire dans un catalogue, la vendre, etc. Et ça, c'est toujours donc ce Rodin de la fin qui est, enfin, je trouve bien sûr le plus grand Rodin, le plus audacieux, celui qui nous emmène toujours plus loin.
Alors, dans cette exposition donc de 1901, il y avait également des bronzes, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il faut bien vendre. Donc, il faut avoir quelques pièces qui puissent attirer la clientèle. Et vous avez donc dans cette salle-là, à la fois ici la Défense, hein, et puis le buste de Bellone, qui sont en fait deux œuvres du début de la carrière de Rodin, puisque l'une et l'autre, vous voyez, date de 1879, à un moment où Rodin avait participé à un concours pour la défense de Paris, le fameux concours qui était destiné à ériger un monument à Courbevoie, monument qui finalement a été réalisé par Carrier-Belleuse. Donc Rodin, lui, s'inspire, je dirais, de la Marseillaise de Rude, avec ce génie aux bras très écartés et à la bouche très largement ouverte pour entraîner les soldats vers, espérons-le, la victoire. Mais au pied de cette femme, qui est en fait assez violente et un peu rébarbative, ce qui lui a été beaucoup reproché, il montre ce guerrier mourant qui n'est finalement pas très héroïque dans sa représentation, et tout ça fait que Rodin est écarté du concours. Alors, ce bronze a une histoire fort intéressante, puisqu'il a été acheté en fait lors de la Sécession par Fernand Bloch, qui est le mari d'Adèle Bloch-Bauer, le modèle de Klimt. Et là aussi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec Klinger et Segantini. Vous voyez qu'on est dans ce milieu d'avant-garde, ce milieu viennois tout à fait, je dirais, en ébullition, ce milieu très aventureux aussi en quelque sorte, et dans lequel Rodin va finalement trouver sa place, notamment par le biais de collectionneurs. Bon, et quant à la Bellone, elle se trouve aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc là, elle sort un peu de l'histoire. Et puis, dans cette même exposition, vous aviez ce grand marbre, La Terre et la Lune, qui est acheté le jour même de l'inauguration par un collectionneur dont on ne sait rien, qui s'appelait Hardy, dont on suppose qu'il était viennois, et puis qui, après un certain nombre de pérégrinations, a fini par aboutir au musée Rodin. Alors, ce type de marbre, Rodin en multiplie la production dans la dernière partie de sa carrière, parce qu'au fond, ce sont des œuvres qui plaisent énormément. Ce sont des œuvres qui ont un caractère symboliste, à la fois par le sujet, la Terre et la Lune, mais aussi par la représentation. Ce sont des œuvres un peu surprenantes, étant donné la façon dont le groupe, vous voyez, est rejeté dans un angle de la composition, de façon, une fois de plus, à laisser toute son importance au bloc de marbre. Et puis vous avez dans ces marbres à la fois des nus, ces nus de Rodin qui ont eu énormément de succès, et puis aussi cette confusion entre certains éléments. Et vous avez donc ici la chevelure qui se répand, et dont on ne sait pas très bien en fait si ce sont des cheveux, si c'est un voile, si c'est même de l'eau, etc. Et la chevelure se répand là sur une grande partie du bloc. Donc ces marbres avaient beaucoup de succès, et Rodin était donc amené à en faire plusieurs exemplaires. Et c'est ainsi que je peux vous montrer en comparaison cette autre version qui se trouve aujourd'hui à Buenos Aires, mais qui, dans un premier temps, avait fait l'objet d'un projet d'acquisition par Renninghaus, qui était lui aussi un Viennois. Et ce Renninghaus y a renoncé en fait en découvrant que l'œuvre n'était pas unique. Et ça, c'est aussi une des questions qui se posent, vous voyez, dans cette dernière partie de la carrière de Rodin, quand on est devant les marbres. Au fond, les collectionneurs veulent avoir des œuvres qui soient des œuvres uniques, dont on ne retrouve pas un autre exemplaire ici ou là, et un certain nombre d'entre eux font marche arrière lorsqu'ils découvrent qu'il y aura 2 ou 3 exemplaires lorsque c'est un marbre, et évidemment bien plus si c'est un bronze. Et Rodin est très blessé par ça. En fait, ce Renninghaus lui avait été amené par Klinger, et lorsque Rodin donc a su qu'il renonçait à l'acquisition, il a écrit à Klinger pour lui dire qu'il trouvait cette façon de s'exprimer fort peu en usage vis-à-vis des artistes. Et il s'est senti ensuite donc totalement libéré par ce refus, à tel point qu'il l'a immédiatement vendu le même marbre à un Argentin
qui s'appelait Eduardo Schiaffino, qui était le directeur du musée de Buenos Aires, et qui, lui, était venu à Paris pour faire quelques acquisitions pour son musée. Et Rodin était tellement, si vous voulez, fâché de cette affaire, qu'il a fait une énorme diminution sur le prix, puisque le prix a été diminué pratiquement d'un tiers en passant donc de l'autrichien à l'argentin. On est passé de 22 000, je crois, j'avais noté ça quelque part, on est passé de 20 000 à 13 000 francs. Vous voyez, ce sont des sommes énormes pour l'époque. On voit la façon dont les prix de Rodin montent dans cette période de façon considérable, mais peut-être parce que c'est un musée et que donc il fait, disons, un prix d'amis, mais je pense surtout comme une sorte de revanche qu'il prend sur ce collectionneur. Et au même moment, ou par comparaison, un autre Autrichien, Karl Wittgenstein, qui était un industriel richissime, qui a beaucoup soutenu le mouvement de la sécession, acquiert, lui, ce marbre du Christ et de la Madeleine, qui est encore, vous voyez, un de ces marbres en fait assez surprenant de Rodin, assez surprenant à la fois par la forme de ce bloc de marbre qui évoque presque une croix, alors que le marbre est tout de même un matériau pesant et lourd, et surtout par cette composition très étonnante où vous avez la Madeleine qui s'agrippe au corps du Christ. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un genre de composition qui soit totalement accepté par l'Église catholique, mais en revanche, c'est le genre de composition que je pense Rodin aimait à la fois par le côté très sensuel, bien sûr, de l'ensemble, et aussi par la facilité que c'était pour lui, puisque ce sont des figures, notamment la figure de la Madeleine, qui existent déjà et qu'il lui suffit de rapprocher très rapidement, et ensuite il donne le tout à sculpter à son praticien. Et vous voyez donc que c'est un marbre dont la destinée l'a conduit jusqu'au Getty. C'est une acquisition toute récente du Getty, qu'il a acheté bien sûr fort cher. Et grâce à ça, ils ont enfin un marbre important de Rodin. Et ce même Wittgenstein avait voulu acheter Le Grand Homme qui marche, qu'il avait vu exposé à Rome et qu'il avait beaucoup impressionné. Et il était à Rome en compagnie, je crois que c'est pas Klinger, non, il était en compagnie d'un autre sculpteur qui est Mestrovic, qui lui est un sculpteur de l'Europe de l'Est et qui a travaillé dans l'atelier de Rodin. Et donc Mestrovic l'encourageait fortement à acquérir L'Homme qui marche, tout en lui faisant, grand modèle cette fois-ci, tout en lui faisant remarquer qu'il était tout de même bien grand et que peut-être dans son appartement, ce serait difficile à caser. Et Wittgenstein a répondu que ça n'avait aucune importance, parce que de toute façon, s'il n'entrait pas dans l'appartement, il le donnerait à la Galerie d'Art Moderne de Vienne, c'est-à-dire au Belvédère. Mais lui aussi a finalement renoncé à cette acquisition en découvrant que ce n'était pas une œuvre unique, que l'exemplaire qui était exposé devait être donné à l'État français et que lui aurait donc une autre fonte qui serait le deuxième, avant peut-être un troisième, un quatrième exemplaire. Et vous savez que cet homme qui marche a été donc offert à l'État français et placé d'abord dans la cour du Palais Farnèse à Rome, où vous le voyez là. Ce qui, je pense, pour Rodin a été une grande joie de voir sa sculpture aux côtés de Michel-Ange et de l'Antique. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, l'ambassadeur et l'architecte du Palais Farnèse ont déclaré que finalement cette sculpture était très gênante pour le mouvement des automobiles et ont donc décidé de s'en débarrasser. En fait, je crois qu'ils n'aimaient pas du tout l'œuvre et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la rejeter. Et donc l'œuvre a abouti d'abord au Musée des Beaux-Arts de Lyon et en 1986 au Musée d'Orsay. Alors, je vous le disais tout à l'heure, revenons une petite minute en arrière. Donc, cette exposition de la sécession en 1901 fait une place à Segantini, dont je ne vous parlerai pas davantage, mais aussi à Klinger, qui expose, par exemple, ce buste d'Elsa Asenichev, qui était en fait sa maîtresse, et qui est un buste polychrome, comme va l'être le Beethoven qu'il expose l'année suivante, en 1902. Beethoven que Rodin a vu, puisque Rodin n'est pas allé à Vienne en 1901. Rodin, en fait, n'aimait pas beaucoup les voyages, et par chance pour lui, les photographies que je vous ai montrées ont été faites et reproduites dans la revue Versacrum de février 1901, revue qui a été envoyée à Rodin,
ce qui lui a permis de voir l'installation de l'exposition. Mais l'année suivante, en 1902, Maratka, qui était un autre de ses assistants, a manigancé son affaire de façon à le mettre devant le fait accompli d'une exposition à Prague. C'est-à-dire qu'en fait, dès que Rodin a eu dit oui, tout en pensant qu'après, on pourrait oublier ce oui, il s'est arrangé avec le transporteur, donc les sculptures sont parties immédiatement pour Prague. Et le jour où Rodin les a cherchées, il s'est aperçu qu'elles n'étaient plus là. Et donc Maratka lui a dit « mais vous aviez donné votre accord, les œuvres sont à Prague ». Où a donc eu lieu une exposition très importante que Rodin a finalement accepté d'aller voir. Donc en mai-juin 1902, il est parti pour la ville de Prague, il a fait tout un voyage là-bas, et en revenant, il s'est arrêté à Vienne, où il était chaleureusement invité par Bertha Zuckerkandl, et où il a passé 6 jours avec elle. Elle l'a emmené un petit peu partout dans la ville, elle a organisé une réception pour lui au Prater, elle a écrit d'ailleurs quelques souvenirs sur tout ça, et elle l'a emmené bien sûr dans le pavillon de la Sécession, voir le Beethoven de Klinger, qui était placé devant la frise de Klimt. Alors en fait, on sait mal ce que Rodin a pensé de tout ça. Pour ce qui est de Klimt, il semble qu'il soit resté assez silencieux. Et quant au Beethoven, il a dit que c'était magnifique, mais que ça n'avait rien à voir avec la sculpture. Et effectivement, quand on voit c'est très beau ici, la photographie, on le voit dans le pavillon de la Sécession, c'est magnifique, mais quand on voit la réalisation, c'est tout de même... surtout que c'est très grand, en plus. C'est pas une petite sculpture chryséléphantine, c'est vraiment une grande œuvre. C'est tout de même, je trouve... moi, je suis assez d'accord avec Rodin pour dire que ça n'est pas vraiment de la sculpture. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que je pense qu'en fait, Klinger faisait écho au Victor Hugo de Rodin. Puisque, en fait, Klinger est venu à Paris, il a rencontré Rodin, il a vu l'exposition de 1900. Et dans cette exposition de 1900 était exposé ce que Rodin appelait pudiquement étude pour le monument à Victor Hugo, puisque Rodin n'aime jamais finir, donc il avait simplement mis les 3 figures les unes à côté des autres. Mais le centre, la figure principale, étant celle de Victor Hugo, qui est représentée comme le Beethoven, torse nu, en quelque sorte à l'antique. Vous savez que c'est la représentation, vraiment les plus grands hommes échappent à leur époque. Donc on n'est même pas ni en costume romantique, ni en costume ceci ou cela, on les montre nus, puisqu'ils sont grands, quelle que soit la période du temps à partir de laquelle on les regarde. Nu et drapé. Alors le Beethoven, lui, il est peut-être plus concentré sur lui-même dans l'inspiration, et Rodin, lui, étant la mer, Rodin étant le bras, je veux dire, pour faire taire la mer et entendre les voix qui viennent de France. Puisque Rodin admirait Victor Hugo comme poète, mais aussi, bien sûr, comme homme politique. Donc, un rapport, moi, qui me paraît évident entre les deux, et qui est intéressant, je trouve, à souligner dans toute cette optique, dans tout ce contexte de la sécession. Et puis, je vais terminer avec une autre figure sur laquelle on pourrait parler, là encore, une heure entière, qui est celle de Rilke. Rilke qui naît dans ce qui est alors l'Empire austro-hongrois, qui vient à Paris en 1901, et pour écrire d'ailleurs un livre qui lui a été commandé sur Rodin, et que Rodin embauche ensuite comme secrétaire. Et Rilke a donc passé quelques mois, en 1905, auprès de Rodin, à Meudon, et nous sommes ici à Meudon, où vous avez Rilke à gauche, Rose Beuret au centre et Rodin à droite. Donc Rilke a passé quelques mois donc à côté de Rodin. Quelques mois qui ont été entrecoupés par beaucoup de voyages, beaucoup de conférences, parce que Rilke avait une immense admiration pour Rodin, et a beaucoup fait sa publicité un peu partout. Et en témoignage, je vous montre cette dédicace de l'exemplaire des Neue Gedichte envoyé à Rodin, donc ces nouveaux poèmes publiés en 1907, si je ne me trompe. Et donc je trouve le texte vraiment savoureux. Mes meilleurs efforts, dit Rilke, sont enfermés dans une langue qui n'est pas la vôtre. Je vous donne ce livre que vous ne lirez point. En y inscrivant votre nom glorieux, j'avoue mon éducation vers un travail intense et sincère que je dois à votre immense exemple. Et il signe Rainer Maria Rilke, Paris, et entre parenthèses, à notre beau palais rue de Varennes en novembre 1908.
car c'est en fait Rilke qui a fait découvrir l'hôtel Biron à Rodin, puisque la femme de Rilke, Clara, était venue à Paris avant et avait cherché ce qu'on appellerait aujourd'hui un studio d'artiste, et s'était installée donc dans l'hôtel Biron qui était désaffecté en attendant qu'on lui trouve une nouvelle destination. Et c'est donc elle qui a fait découvrir l'hôtel Biron à Rilke, et Rilke a écrit à Rodin une lettre qui est conservée dans les archives du musée, et où il suggère à Rodin de venir voir, et il lui dit que c'est un endroit merveilleux, avec un jardin dans lequel les petits lapins courent comme dans les tapisseries du Moyen-Âge. Et donc Rilke, vous connaissez la suite de l'histoire, et a découvert l'hôtel Biron, a loué une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et finalement, en 1911, a décidé de donner toute son œuvre à l'État français pour que l'hôtel Biron devienne le musée Rodin. Projet de donation qui a été très soutenu par Clemenceau et qui a abouti en 1916, en pleine guerre, à un moment où on aurait pu penser que la France pouvait avoir d'autres soucis en tête. Mais revenons encore une minute en arrière pour regarder cette Cambodgienne, donnée par Rodin à Rilke en décembre 1909. Rilke, donc, dans toute cette entreprise de promotion de l'œuvre de Rodin dans les pays germaniques, avait poussé à une exposition de dessins de Rodin chez un libraire à Vienne qui s'appelait Hugo Heller. Lui-même a écrit l'introduction, et Rilke avait en particulier une très grande admiration pour ces dessins de Cambodgiennes que Rodin avait fait donc d'après les petites danseuses cambodgiennes qui s'étaient produites à Paris en 1906. Et Rodin, pour le remercier, lui a donné ce dessin que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer en couleur, mais c'est un dessin dont on connaît l'existence grâce à cette photographie qui se trouve, je crois, dans les archives de Rilke, mais dont on ne connaît pas aujourd'hui la localisation et dont on n'a hélas pas d'autres documents. Mais enfin, on peut toujours espérer, les dessins de Rodin circulent beaucoup, ressortent régulièrement, et grâce à Christina Bullet, on est toujours informé des nouvelles découvertes et de ces beaux dessins donc, qui réapparaissent. Merci beaucoup pour votre attention, et bien sûr si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre dans la mesure du possible.